Salut les aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça faisait un moment que j'avais pas tourné de vidéo livre. Si je dis pas de bêtises depuis le début de l'année en fait. Non, j'ai fait un haul. Donc non, j'avais tourné des vidéos. On est qu'en février, elle perd déjà la boule. Je vais vous présenter mes nouveaux amis, regardez-les. Ils sont pas mignons. Donc nous avons Stephen King, nous avons Bernard Werber, j'espère que vous voyez les noms, et de toute façon je vous le donne, et Amélie Nothomb. Oui, ça faisait un moment que je voulais des cactus. J'en voulais un gros, mais c'est hors de prix, donc j'ai pris 3 petits. Et je vous avais demandé sur Instagram et Facebook comment on pouvait les appeler. Et Cédric m'a donné la très bonne idée, Cédric Armen, que je remercie, de les nommer selon des auteurs. Et maintenant, non seulement j'ai des cactus, mais en plus c'est des auteurs célèbres. Elle est pas belle la vie, hein? Je les mets là, vous les voyez pas, mais c'est pas grave, ils sont à côté de moi là. Ils m'inspirent. Donc, on n'est pas là pour ça. On se voit aujourd'hui pour ça. Le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness chez Livre de Poche. Et là, il s'est écrit « Au commencement était la peur et le désir ». Je vais vous donner 10 bonnes raisons de lire ce roman. Oh l'histoire, on suit ici Diana Bishop, donc elle est issue d'une grande lignée de sorcières, cependant, suite à la mort de ses parents toute jeune, elle a décidé de ne plus utiliser la magie et elle s'est construite comme ça un monde où elle est universitaire et elle est spécialisée dans les recherches sur l'alchimie. Elle a décidé de ne plus utiliser sa magie, mais elle va travailler toute sa vie sur l'alchimie quand même. Et donc un jour pour ses recherches, elle va commander l'Ashmole 782 pour pouvoir l'intégrer dans les livres qu'elle a consultés. Et elle va se retrouver face à un manuscrit assez particulier, c'est-à-dire que elle va, sans le vouloir réellement, utiliser de sa magie pour pouvoir y accéder, pour pouvoir l'ouvrir et pour pouvoir le rendre aussi. Et tout ça va déchaîner en fait tout un tas d'événements. Il y a un vampire qui va très rapidement s'approcher d'elle, qui s'appelle Matthew. Et au fur et à mesure, on va se rendre compte que d'autres créatures sont intéressées par ce qui s'est passé. C'est à ce moment-là que sa vie va basculer, c'est-à-dire que on va découvrir ce monde de sorcières, vampires et démons. Et à quel point Diana est particulière dans ce monde, sa relation qui va se construire avec le vampire Matthew Clermont. Et tous les ennuis qu'il va y avoir. Dans les 10 choses qui font que je vous incite à lire ce livre, il y a en numéro 1 le monde des sorcières, le monde des démons, le monde des vampires. Ça faisait un moment que j'avais pas lu un livre autour de ça. Je crois que le dernier ça devait être Twilight, non c'était La Maison de la Nuit, pardon, où c'était essentiellement autour des vampires. Là ça va croiser ces 3 types de créatures en plus des humains. Et c'est dense et ça vaut le coup et ça marche. Ça m'a rappelé un peu le monde des sorcières et des vampires de Anne Rice. Et il y a quelque chose de bien construit, de bien ficelé. On n'a pas besoin de nous expliquer tout ce qui se passe autour du monde des vampires. Ça arrive au fur et à mesure, pareil pour les sorcières et les démons. Le monde se construit bien et ouais, ça fait du bien de lire un bon livre sur ces 3 univers. En deuxième, c'est l'histoire. C'est-à-dire que pas l'histoire du livre, mais l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire qu'au travers de ce livre, et notamment au travers de Matthew Clermont, qui est un vampire qui a des centaines d'années, on va un peu nous parler histoire avec des grandes figures de l'histoire, avec des grandes découvertes, avec des grands personnages, notamment autour de la chimie, autour des arts. Matthew Clermont aurait côtoyé de nombreux scientifiques qui ont fait de grandes découvertes, qui ont fait de grands écrits, et donc on voyage dans l'histoire au travers de ce livre. En troisième, je mets les valeurs. Alors ça va parler amour, sorcière, un vampire. Ça va aussi traiter d'amitié, de loyauté, puisque Matthew Clermont est un personnage qui a traversé le temps, qui a des valeurs très fortes, et on va comme ça avoir des liens très forts entre plusieurs personnages autour de ces notions d'amitié et de loyauté, avec quelque chose autour du lien qu'on ne peut pas casser. En numéro 4, je mets la romance, oui, parce qu'il y a une très belle histoire de romance entre Diana et Matthew,
avec des rebondissements. La romance est bien amenée par le livre, c'est-à-dire que c'est pas l'objet, enfin pour moi, hein, c'est pas l'objet principal du livre, c'est pas une histoire à l'eau de rose, c'est pas Twilight les affaires, mais c'est quand même bien amené, c'est pas lourd, ça vient pas tout d'un coup court-circuiter l'histoire, c'est fluide dans l'histoire. En numéro 5, c'est aussi l'histoire d'une femme forte. Diana a traversé de nombreuses épreuves quand elle était petite, a renoncé à la magie mais quand même a toujours été combattante. Diana a toujours été combattante dans ses études, dans sa relation aux autres, dans son envie de réussir par elle-même sans utiliser la facilité que pourrait être pour elle la magie. Elle va aussi être forte dans sa relation aux gens quand l'histoire va bouger, c'est-à-dire que quand elle va rencontrer Matthew, elle sait très bien que c'est un vampire et elle va lui tenir tête. Pour pouvoir réussir à continuer à faire son travail, elle va tenir tête à de nombreuses créatures, des démons, des vampires et aussi des sorciers. On sent qu'elle est déterminée et elle va tenir ce cap tout au long du livre. En 6, ça rejoint les valeurs mais c'est pour moi plus fort dans ce livre, c'est l'importance de la famille. Les vampires dans ce livre se comportent comme une meute et tous ceux qui rejoignent leur famille est assimilé à cette meute avec un chef et plusieurs niveaux dans la famille. Et dès que Diana va faire partie de cette famille, l'ensemble de cette famille à elle va être raccroché à cette meute et c'est assez impressionnant à quel point une fois qu'on est dans la meute, la loyauté, une fois que la personne a été testée et bien entrée dans la meute, la loyauté et l'esprit de famille sont hyper importants. En 7, et ça rejoint un peu la partie historique tout à l'heure, c'est bon pour les amateurs de trésors et d'histoires un peu floues, un peu pas totalement révélées. Si vous voulez entendre parler de Templiers, d'ordre mystique, de confrérie et de quelque chose comme ça de très en dessous dans la société. Voilà. En 8, on parle de l'écriture. Je vous ai dit que ça ressemblait à du Anne Rice, mais c'est pas au même niveau. C'est-à-dire que Anne Rice, accrochez-vous franchement, il y a du mot des fois. Là, c'est fluide. Le vocabulaire est riche, mais à aucun moment on ne bute sur les mots, à aucun moment les phrases nous paraissent un peu toutes bizarres, ou bien on n'a pas compris le début et il faut qu'on raccroche ce machin. À aucun moment on ne relit la page, c'est fluide tout en étant riche et c'est accessible dans la lecture. En 9, c'est l'univers. Comme je vous ai dit au tout début, l'univers est assez dense et suffisamment dense pour qu'il y ait plusieurs niveaux dans l'histoire et qu'on sente que certains éléments vont venir raccrocher à d'autres instantanément, d'autres vont influer sur des décisions prises et clairement ça donne envie de lire la suite. C'est-à-dire que vous pouvez lire celui-là et vous arrêter, mais ça serait dommage et il faut à mon avis lire la suite. D'ailleurs, Cédric n'est pas au courant, c'est un secret entre nous, j'ai déjà commandé le 2. Je ne veux pas en rester là, vous avez compris. Et en 10, c'est la densité du livre. J'ai été pas mal déçue l'année dernière sur beaucoup de romans fantastiques, voire de young adultes, où je me disais, il n'y a pas autre chose, qu'est-ce qui se passe, où il manquait pour moi d'éléments, alors que là-dedans, enfin, vous avez des rebondissements constamment. Vous pouvez pas vous dire dès le début, vous allez savoir ce qui va se passer tout au long. Il y a des choses qui changent, il y a des relations qui bougent, il y a des événements qui arrivent alors qu'on s'y attendait pas. On a de quoi lire, on a de quoi voyager, on a de quoi s'investir dans l'histoire sans que ça arrive trop vite. C'est-à-dire que la fin, enfin, vous commencez à lire et c'est dense. Il y a pas, vous sentez pas que vous allez arriver, vous dites mais attends, on n'a pas avancé et puis à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Non, non, non. C'est du beau gros livre avec des péripéties à plusieurs niveaux et vous en avez pour votre argent en fait. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des fois. Heureusement que j'achète sur Momox et que j'achète en occasion parce qu'il y a certains livres, je me dis mais mince quoi. Il y a parfois certains formats, par exemple quand ça sort c'est des grands formats, les prix touchent des fois dans les 20-25 euros et quand vous lisez vous dites bon ben je me suis un petit peu fait arnaquer quoi, c'est-à-dire que l'auteur n'était pas motivé sûrement. Là-dedans, mais voilà quoi, il y a de quoi, il y a de quoi. Donc voilà les amis, vous avez compris, j'ai beaucoup aimé ce livre et je vais lire la suite. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce nouveau format avec 10 bonnes raisons de lire et d'acheter ce livre. Si vous avez lu le livre, dites-moi ce que vous en avez pensé.
si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous restez mitigé, si vous avez commencé à lire et que vous n'avez pas l'intention de continuer, ou bien vous avez commencé à lire et vous avez continué jusqu'au bout des 3 tomes. Bref, j'attends votre avis. J'espère que la vidéo vous a plu. À ciao, bye!